Salut les gars, bienvenue dans Mathsup, ce nouveau format de podcast que je vous propose. Alors je vais essayer de m'y tenir cette fois parce que j'ai un petit peu la fâcheuse tendance à lancer un petit peu comme ça des projets de format vidéo sans vraiment donner suite. Donc pour celui-là, je vais essayer de partir sur un rythme, je pense mensuel pour pas viser trop haut. L'idée, ce serait de vous proposer voilà, un format comme ça d'une quarantaine de minutes où on traite deux, trois sujets d'actualité du JJB ou pas, enfin, d'actualité ou pas du JJB, euh, des sujets plus généraux, les blessures, la compétition, voilà, des sujets un petit peu redondants comme ça dans la discipline, des questions qu'on se pose toujours et voilà, et sur lesquelles on aime à redébattre. Et voilà, traiter ces sujets-là un petit peu de façon analytique, voilà, en essayant d'aborder ça sous des angles un petit peu originaux et d'apporter des réponses un petit peu différentes ou personnelles à ces problématiques-là, en faisant appel à mon expérience de pratiquant ceinture noire depuis plus de 13 ans de compétiteurs sur la scène internationale, etc. Voilà, essayer de vous apporter un petit peu mon éclairage et mon expertise sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, on va partir sur trois petits topics, trois sujets pour essayer voilà, de faire quelque chose de pas trop long. Le premier de ces sujets, ce sera le tournoi CKF qui a eu lieu ce week-end en région parisienne. Le tournoi CKF avec pour inviter les frères Miao, voilà, qui ont participé, qui se sont frottés à ce que la France peut proposer de mieux en, en termes de compétiteurs ceinture noire. Deuxième sujet, ce sera la question du stress en compétition, qu'on va essayer d'aborder sous un angle un petit peu original, vous verrez. Et enfin, on terminera avec une petite réflexion autour de l'IBJJF, la fédération, on peut le dire, principale hein, pour nous les Jiu-Jitsuka. Hein. Il y a, voilà, il y a des alternatives, mais ça reste quand même la grande référence, en tout cas pour le gi. Donc voilà, on va se pencher un petit peu sur ce cas-là parce qu'il y a une actualité par rapport à l'IBJ, à l'IBJF qui m'a fait un peu tomber de mon siège dernièrement et je voulais partager ça avec vous et en profiter pour voilà proposer une petite réflexion autour du système IBJF. Donc, premier sujet, le tournoi CKF qui accueillait les frères Miao ce week-end en région parisienne. C'est, je pense, une grande première hein, en France. Hein. On avait, j'ai pas souvenir qu'on avait jusqu'à présent réussi à, à proposer en France un tournoi comme ça qui mélangeait des stars de la discipline avec des combattants français. Enfin, il y a déjà eu hein, des petits events, mais là quand même, c'était, je trouve que voilà, il y avait un step de franchi. C'est vrai que je me rappelle que mon ami Samuel Monin avait affronté Felipe Pena. Il y a eu des petits événements comme ça qui ont eu lieu par le passé, mais là, en tout cas, moi j'ai eu l'impression que voilà, on avait passé un step, notamment en termes d'opposition, parce que on a pu voir des oppositions vraiment intéressantes entre les Miao et ce que la France et un petit peu la Belgique aussi peuvent proposer de mieux comme compétiteurs. Donc moi, c'est un tournoi sur lequel j'avais été invité. À la base, je devais faire le tournoi en moins de 72 kilos à l'origine, auquel devait prendre part Joao Miao. Finalement, bon, moi, il s'est avéré que je me suis blessé au genou, donc j'ai pas pu faire ce tournoi. Et Joao a finalement un petit peu changé d'avis en cours de route parce que il a gagné dernièrement le Mondial Master. Ça n'aura pas échappé aux plus geeks d'entre vous en catégorie gallo, hein, peso gallo, donc c'est moins de 57 kilos en kimono, donc ça veut dire que voilà, en ce moment il a un poids entre 55 et 60 kilos, donc voilà, il est cassé de partout, il a 33 ans, donc faire un tournoi en moins de 72 kilos finalement, voilà, il s'est rendu compte que c'était un petit peu ambitieux, donc il a prévenu les organisateurs et il leur a dit que finalement il souhaitait faire il était toujours ok pour faire le tournoi, mais il voulait le faire dans la catégorie d'en dessous, donc chez les 65 kilos.
Et donc, il a fallu trouver un remplaçant pour, pour les compétiteurs qui avaient signé pour le tournoi en 72, parce que l'organisateur avait déjà fait appel à plusieurs compétiteurs euh, français de renom, et voilà, ils se retrouvent un petit peu sans tête d'affiche pour motiver un peu les troupes et voilà, faire, faire un petit peu honneur à l'événement. Donc finalement, alors ça avait débattu un petit peu en off pour faire venir éventuellement des gars de chez Lloyd Irvine, Jamil Hill Taylor qui est champion du monde, ou on avait pensé au Magic Man aussi, son nom m'échappe. Le Magic Man, c'est... Ah, j'ai oublié, ça va me revenir. Bref, peu importe, on avait envisagé ces compétiteurs-là et finalement, Joao est revenu vers l'organisateur et il a informé que son frère Paolo était OK pour faire son grand retour après 2 ans d'absence sur les tatamis de compétition pour participer à ce tournoi. Alors, juste un petit rappel par rapport au concept du CKF. Le CKF, c'est un concept qui est inspiré un petit peu du hip-hop, du break, où en fait, dans chaque tournoi, on a 7 compétiteurs qui s'opposent, 7 compétiteurs qui sont assis sur des chaises au bord du tatami, qui tirent au sort leur ordre de passage et qui donc s'affrontent sur 2 minutes 15. On a 2 combattants qui rentrent, qui s'affrontent sur 2 minutes 15. On tire au sort qui va commencer en position de garde et qui va commencer en position de passeur. En cas d'égalité, les 2 concurrents sortent. Au cas où l'un ou l'autre remporterait le match, il reste au milieu, en position de guardero, et c'est le compétiteur suivant voilà, qui rentre en position de passeur sur lui. L'objectif étant, pour les concurrents, d'être le premier à remporter 7 victoires en tout. Euh, Si un concurrent arrive à enchaîner 3 victoires d'affilée, il a le droit de sortir pour se reposer et de re-rentrer à n'importe quel moment du jeu pour continuer sa série de victoires et tenter d'accrocher les 7 victoires qui permettent de déterminer le gagnant. Donc ça, c'est pour les règles du jeu. À côté de ça, voilà, on rajoute un petit peu des choses qui sont issues de l'univers du break. Avec là, il y avait un DJ qui mettait vraiment une grosse ambiance. Alors moi, j'avais été invité pour faire le commentaire en fait des tournois. Donc j'ai commenté le tournoi des ceintures de couleur en début d'après-midi, et puis finalement il y avait des problèmes avec le live et tout, et je devais commenter les tournois ceinture noire aussi le soir, mais comme voilà, le live Twitch a merdé, c'est tombé à l'eau, mais c'est pas grave, j'étais quand même aux premières loges pour me régaler et vous faire ce compte rendu. Alors, le compte rendu du tournoi avec Joao. Alors, le tournoi avec Joao, il était vraiment intéressant parce que, bon, Joao est rentré en scène dès le premier combat, il avait tiré une carte qui le faisait passer en première position, donc il a commencé très fort la compète, il a enchaîné 3 victoires, si je me rappelle bien. Avec sa stratégie habituelle, tirage de garde, il a utilisé pas mal de 50-50, de berimbolo évidemment. Alors pas forcément pour prendre le dos, souvent pour remonter en leg drag, hein, vraiment on sent que ils sont très très affûtés les deux sur ce timing pour récupérer les points, quitte à faire des choses pas très funky parfois, hein, juste simplement remonter, récupérer une 50, mettre les 2 points au moment où il faut. Donc un jeu assez posé, on voit un petit peu j'ai envie de dire des caractéristiques de master qui commencent à se dessiner chez eux, hein. Quand on est jeune, on est un peu foufou, on a beaucoup d'énergie, etc. Donc on a un jeu très engagé physiquement, très spectaculaire. Je veux dire que c'est agréable à regarder, mais avec l'âge, on devient un petit peu plus sage, un petit peu plus stratège, et donc voilà, on s'enflamme pas, on prend son temps, on assure la gagne, et c'est vraiment ce que Joao a fait dans ses premiers combats. Donc il faut dire que le rythme imposé par ce format de compétition, c'est pour ça que je l'ai bien redécrit au début, il est vraiment très très intense, et on a assez rapidement aperçu des signes de fatigue, hein, chez Joao. Je crois qu'à partir du... Alors c'est au quatrième ou au cinquième combat qu'il a fait match nul, alors qu'il aurait pu sortir avant, hein, puisque comme je vous ai dit, à partir de 3 victoires consécutives, il aurait pu sortir pour se reposer, mais bon, on connaît leur mentalité de guerrier ou de frère, et voilà, lui, je pense qu'il avait un défi personnel au-delà du fait de remporter le tournoi, il voulait, voilà, essayer de faire la meilleure prestation possible. Il était là un petit peu pour faire le show, quoi. Donc, au bout de la quatrième, la cinquième opposition, il rencontre Venino de la Gracie Barra Marseille, hein, un Brésilien bien connu sur la scène française.
qui est un très bon compétiteur, et qui lui a posé des problèmes. Il est rentré très très fort en stack, il a plongé très très bas. J'ai trouvé que c'était une très bonne stratégie de la part de Venino, hein, de venir. Il est venu en double under directement, il a travaillé avec la tête, il a presque passé la garde de Joao. Je pense que sur 99% des gens, ça serait passé. Joao étant le Guardero qu'on connaît, ayant une rétention de garde à toute épreuve et une grande souplesse, il a réussi à repasser un frame à l'intérieur, à défendre le passage in extremis, mais voilà, vraiment l'attaque de Venino était très dangereuse. Donc ça se termine en match nul. Donc finalement, Joao et Venino sortent tous les deux. On assiste à d'autres oppositions dans la KT. Alors je vais pas citer tous les compétiteurs, mais on a vu vraiment des belles choses de la part de tout le monde. Il y a Basile Nonote qui a terminé deuxième d'ailleurs du tournoi, qui a fait de beaux combats. On avait Augustin Jiménez de School of Champ. On avait Valentin Descamps, si je dis pas de bêtises, qui est un jeu un petit peu inspiré des Miao, hein. Je pense il est comme moi fan du jeu des deux frères. D'ailleurs, il a fait une belle prestation contre Miao. Il a pas eu froid aux yeux. Il s'est jeté directement dans ce jeu-là en berimbolo, sur le maître du berimbolo. Donc c'était assez audacieux, c'était assez beau à voir. Et donc après un tour passé, on revient à nouveau à Joao. Je crois qu'il remporte peut-être encore une victoire et en fait qui se retrouve de nouveau confronté à Benigno qui fait un deuxième match nul contre lui. Donc on a vu que la fatigue venant, et voilà, Benigno lui posait vraiment des problèmes. Donc deuxième match nul contre Venino, les deux ressortent, et puis finalement troisième opposition contre Venino, qui fait un troisième match de folie puisqu'il arrive quasiment à prendre le dos de Joao, vraiment une action de folie, hein. D'ailleurs Joao a repartagé cette séquence sur son compte Instagram, vous pouvez aller la voir. Venino fait vraiment une très très belle action pour lui prendre le dos, qui n'arrive pas à stabiliser, il n'arrive pas à mettre les points du dos. Joao arrive à défendre in extremis et à remonter encore une fois dans une sorte de scramble où il récupère une 50 et il arrive à stabiliser la position au-dessus, à marquer 2 points et il gagne sa septième victoire comme ça et donc il est le vainqueur du tournoi. Mais voilà, on a vu vraiment de belles oppositions. J'entendais un petit peu partout autour de moi voilà, comme on sait bien le faire en France, du scepticisme par rapport au niveau des combattants français, voilà, de l'autodénigrement. Les Miao vont défoncer tout le monde, voilà, on a personne à leur présenter et tout. Bon, ben force est de constater que ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, Joao reste Joao, c'est une légende du sport et il est encore au-dessus, clairement, mais on n'est pas ridicule en France. On a vraiment des vrais athlètes à opposer à ces gens-là. J'en étais convaincu. J'étais convaincu que, alors sur la KT 65, je les connais moins, donc j'étais un peu moins affirmatif, mais dans la KT du dessus, en 70, j'étais pratiquement sûr qu'il allait avoir des combattants qui allaient être au moins en mesure de faire des matchs nuls contre Miao, parce que sur un format très court comme ça de 2 minutes 15, je crois que j'ai dit 2 minutes 30 tout à l'heure, mais je me suis trompé, c'est 2 minutes 15. On a maintenant des compétiteurs en France et en Belgique qui combattent vraiment à haut niveau, qui sont très très forts stratégiquement et qui, pour moi, sont largement capables voilà, de gérer un combat sur 2 minutes 15 avec une pointure comme Miao. Et donc je m'attendais à ça, je m'attendais à des matchs nuls et je m'attendais pas à ce que les Miao roulent vraiment sur la KT sans difficulté. Donc voilà, pour le tournoi de Joao, je vais m'arrêter là. Il y a eu des belles choses aussi de la part des autres compétiteurs entre eux. Je m'étendrai pas là-dessus parce que voilà, je veux essayer de rester assez concis sur ce format. Donc on va passer au tournoi avec Paolo. Alors ce qui était très très intéressant à constater par rapport au jeu des deux frères, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et j'entendais Sofiane, l'organisateur du CKF, en parler à côté de moi à la table. Alors je dirais pas le jeu, mais le tempérament des deux frères est extrêmement différent. Et leur façon de combattre est très différente. Alors, bien sûr, ils ont des formes de corps très similaires. Ils utilisent des techniques et un style de jeu qui est très proche. Voilà, ils sont très souples, rétention de garde. Ils font beaucoup voilà, de spider lasso, de la riva, berimbolo, leg drag, voilà, toutes les techniques qu'on leur connaît.
mais ils ont une façon de les utiliser qui est très différente, une personnalité qui est très différente. On a un Joao qui est un peu fantasque, qui est un peu foufou, qui va parfois accepter de se retrouver un peu dans des situations délicates pour tenter des beaux gestes et voilà des choses un petit peu créatives. Et on a un Paolo qui est beaucoup plus ferme dans sa façon d'approcher les combats. Euh, voilà, avec lui, on sent que, par exemple, Joao s'est fait stacker plusieurs fois dans ses combats, il s'est fait soulever, il s'est retrouvé dans des positions, il a accepté, entre guillemets, des positions un petit peu inconfortables, ce que Paolo n'a fait à aucun moment. On sent que il a un jeu alors, ça me gêne de dire fermé parce que fermé, ça fait penser à de la passivité. Et c'est pas le cas. Paolo a un jeu très agressif, mais il va pas prendre le risque de se retrouver en position délicate. Voilà, il est beaucoup plus ferme, il ne lâchera pas les positions, il est beaucoup plus dur. Je le sens beaucoup plus dur mentalement, plus dominant, voire dominateur dans ses combats. Et c'est vraiment comme ça qu'il a approché cette compétition. Donc c'était vraiment intéressant de les voir dans un exercice similaire l'un après l'autre pour vraiment constater ces différences de tempérament entre les deux. Donc Paolo a aussi enchaîné. Alors lui, il n'a pas démarré tout de suite le tournoi. C'est d'autres combattants qui ont été tirés au sort. Alors, je me rappelle plus de qui a commencé. Je crois qu'il y avait Florian Bailly, le Belge, hein, qui est très très fort, qui a un jeu très explosif, que je m'attendais à voir faire une belle prestation sur ce tournoi. Qui a remporté son premier combat contre Damien Migay, qui enchaîne après contre Brice Hunza de la NSM Team. Brice qui a fait une très très belle prestation. Je crois qu'il finit pas sur le podium, mais il a vraiment fait une belle prestation. Il a sur sa première opposition avec Florian Bailly, qui est probablement un des meilleurs compétiteurs européens dans cette catégorie-là en moins de 70 noirs adultes. Bah, Brice a réussi à lui passer la garde, lui prendre le dos et l'endormir carrément, voilà, d'entrée de jeu. Donc vraiment, il m'a impressionné, Brice, sur ce combat-là. Alors, je me rappelle plus des oppositions qui ont suivi, mais je pense qu'un ou deux combats après, on a Paolo qui est rentré en scène et voilà, qui a installé sa garde. Peut-être qu'il a commencé en position de passeur, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, ce qui frappait vraiment, c'était que voilà, lui, quand il prenait sa garde, on sentait qu'il y avait vraiment une tension qu'il y avait un peu moins chez Joao. Et voilà, pareil. Par contre, on retrouvait ce côté très stratégique, très très malin. Je crois que son premier combat, il le remporte en attaquant une sorte de berimbolo. Il remonte en leg drag, il passe la garde. Voilà, c'était vraiment très méthodique. Voilà, c'était chirurgical. Je prends mes points, je passe la garde. Voilà, un jeu très structuré. Donc pareil, Paolo remporte plusieurs victoires d'affilée. Je ne me rappelle plus contre qui il fait son premier match nul. Je crois qu'il a fait un match nul avec Florian Bailly. Je sais plus si c'est le premier. Il a fait un match nul avec Florian qui a réussi à bien stabiliser la position au-dessus, à pas se faire renverser. Donc ils sortent tous les deux une première fois avec Paolo qui devait avoir deux ou trois victoires au compteur. Paolo re-rentre après, je crois qu'il remporte à nouveau une victoire et il fait un match nul avec Brice. Hein, c'est vous dire si Brice était vraiment en feu ce soir-là. Alors il renverse Brice, je me rappelle qu'il le renverse, je me rappelle plus sur quelle action, mais il le renverse. Et Brice récupère une demi-garde et réussit à re-renverser Paolo avant la fin du temps. Et donc ils finissent à égalité. Donc ils sortent tous les deux. Je me rappelle que Paolo commençait à montrer des signes un petit peu de frustration à la fin de ce combat. Il faisait des grands gestes à Joao, son frère qui le coachait. Et on sentait que voilà, ça le faisait un peu chier, que voilà, il était vraiment euh, en difficulté technique et stratégique à des moments. Alors pas au point de se faire dominer, mais voilà, en tout cas au point de pas avoir toujours la solution pour mener l'offensive contre ses adversaires. Donc voilà, c'est vous dire si euh, voilà ma thèse comme quoi on a vraiment des compétiteurs aujourd'hui en France qui sont voilà en mesure de vraiment proposer du jeu de haut niveau tient la route. La suite, donc je passe un petit peu vite. On a eu d'autres compétiteurs. On a eu Samuel Chany d'Aix-en-Provence qui a terminé deuxième du tournoi, je crois, qui a fait des belles prestations. On avait Gustavo aussi, un compétiteur bien connu de cette KT que j'ai affronté plusieurs fois, qui est aussi un très bon compétiteur. Voilà, on a eu plusieurs oppositions sympas. Je reste un petit peu centré sur Paolo, hein, parce que c'était la star de l'événement avec son frère.
Et donc parmi les dernières oppositions, ben, en fait ça se finit avec un Paolo qui a 6 victoires, je crois, donc il lui en manquait une vers la fin du tournoi pour remporter le tournoi, et Florian Bailly qui avait réussi à gagner 5 victoires, donc c'était assez proche, et on était, alors je sais pas si je l'ai dit, mais le tournoi devait avoir une durée maximale de 1 heure. C'est-à-dire que si au terme d'1 heure de tournoi, on n'a pas de combattant qui a 7 victoires, c'est le combattant qui a le plus de victoires qui est déclaré vainqueur. Et donc là, on avait vers la fin de l'heure de tournoi, un Paolo qui avait 6 victoires et un Florian qui en avait 5. Et les deux se sont rencontrés pour le dernier combat, qui a été un match nul, qui a été un match vraiment fermé, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Les deux ont fait du front contre front et voilà, n'ont pas vraiment ouvert le jeu, et donc c'est Paolo qui a été déclaré vainqueur du tournoi avec 6 victoires. Mais voilà, 6 victoires, c'est une courte tête hein, par rapport à Florian, hein, qui fait deuxième du tournoi. Donc voilà, c'est vous dire si on a eu vraiment du grand spectacle. Alors on a eu évidemment des actions magnifiques de la part des deux frères qui ont fait des prises de dos virtuoses et tout, etc. Tout ce qu'on leur connaît. Mais voilà, dans ce format-là bien précis, avec une bonne stratégie de la part des adversaires et tout, on a eu vraiment de belles oppositions et des adversaires qui ont su leur poser problème. Allez, la petite gorgée de café qui va bien. Et on attaque donc le deuxième topic de ce podcast. Le deuxième topic, donc, je vous l'avais annoncé, ça concerne la question du stress en compétition. Parce que j'ai eu une réflexion là dernièrement, une sorte de fulgurance intellectuelle, en vrai qui m'a été inspirée par Cyril Diabaté, qui discutait de ça, je ne sais plus à quelle occasion, qui a expliqué que lui, il a mis fin à sa carrière quand il avait une quarantaine d'années, non pas parce que il se sentait plus physiquement capable de combattre, mais parce que en fait il disait que il ressentait plus réellement de stress quand il rentrait dans la cage. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, et comme je suis en ce moment blessé, et que je prends pas mal de recul par rapport à ma pratique, à mes ambitions de compétition et tout. J'ai pas mal de réflexions autour de voilà de tout ce qui a pu moi me poser problème pour performer en compétition. Et le stress, ben, on le sait, c'est un problème récurrent hein, qu'on a tous. Et la question que je me propose de vous poser, c'est de prendre un petit peu le problème à l'envers justement. On se plaint souvent de pas avoir comment dire d'être trop stressé en compétition. Et je vous invite à vous poser la question de savoir si, paradoxalement, vous ne seriez parfois pas assez stressé. Euh, je pense que, je suis pas le seul à le dire, l'état d'esprit idéal pour aborder une compétition, c'est un juste équilibre en fait entre stress et relâchement. Trop stressé, on le sait, c'est contre-productif, on risque voilà de faire des mauvais choix, de s'enflammer un petit peu sur le tapis, de perdre un petit peu la lucidité et de faire une contre-performance. Mais être trop relâché, c'est quelque chose que j'ai pu observer, que j'ai pu expérimenter aussi. Ça m'est arrivé aussi je dirais dans une forme de déni un petit peu approcher la compétition un petit peu trop relâché, comme si je voulais pas voir un petit peu le choc émotionnel qui se produit fatalement quand on rentre sur le tapis face à un adversaire qui veut en découdre. Et voilà. Donc on fait un petit peu comme, j'ai l'impression qu'inconsciemment on fait un petit peu comme si on voulait pas voir ça, qu'on se tranquillise, comme si voilà, tout allait bien se passer, alors que au fond de soi, on sait pertinemment que ça va être la guerre. Et donc en fait, voilà, on fait une sorte de résistance passive un petit peu, et c'est contre-productif aussi. Et j'ai vu des gars très forts être dans cet état d'esprit avant une compète et souvent se faire fumer dès les premières secondes parce que euh, trop nonchalant en fait. Voilà, être trop nonchalant, c'est quelque chose de délétère aussi pour la performance. Donc c'est quelque chose moi que j'ai pu ressentir en fait la saison dernière. J'ai fait beaucoup beaucoup de tournois à haut niveau, hein, la saison dernière, je combattais en ceinture noire adulte, j'ai fait les championnats d'Europe, les Panaméricains, donc vraiment, voilà, des tournois de très haut niveau.
Donc ça a nécessité une préparation très très dure, très assidue, beaucoup de discipline, et j'y ai laissé beaucoup beaucoup de plumes. En fait, au fil de la saison, j'ai commencé la saison plutôt bien. J'ai remporté mon premier tournoi IBJJF en ceinture noire adulte et j'étais très heureux. J'ai fait une prestation à la Pro League FJJB qui était honorable, où j'ai fait un bon premier combat et je perds la finale. Voilà, une finale assez serrée contre Gustavo aux avantages. Donc j'étais plutôt bien en début de saison et puis les compétitions s'enchaînant, j'ai commencé à entrer dans un cercle vicieux d'une routine, je pense un petit peu de surentraînement. Je ressentais surtout une surcharge au niveau psychologique. J'arrivais plutôt bien physiquement à tenir le coup, même si voilà, j'étais constamment fatigué, mais c'est la fraîcheur mentale qui m'a manqué, le plaisir. Voilà, j'ai le fait d'être tout le temps dans le dur, tout le temps dans le dur, tout le temps la tête dans le guidon. J'ai commencé, voilà, je pense à être vraiment en surdose mentalement et j'avais pratiquement plus de plaisir. Il y a toujours du stress, mais il peut y avoir du stress et du plaisir. Et là, sur les tournois qui sont arrivés, je dirais à partir des championnats d'Europe, donc en janvier de la saison dernière, à l'exception des Panaméricains où j'ai eu un petit regain de fraîcheur parce que c'était aux États-Unis, que ça me sortait un petit peu de mon quotidien, tout ça, que j'étais un petit peu loin de tout et que j'ai pu quand même profiter du moment. Sur tous les autres compètes que j'ai fait à partir du mois de janvier jusqu'à la fin de saison, j'étais vraiment dans une sorte voilà de surdose, de surentraînement que je ressentais surtout au niveau psychologique. Et j'avais l'impression de combattre un peu comme un robot, quoi. J'avais plus vraiment de plaisir, je faisais les choses de façon machinale, ça devenait vraiment pesant, la routine, les pertes de poids successives, voilà, le fait d'en faire toujours plus, et du coup, il y avait une pression, qui s'accumulaient parce que je faisais une contre-performance à une compétition, donc je rajoutais des choses dans ma routine d'entraînement et je me disais, voilà, j'en fais plus, donc j'étais un petit peu dans une dynamique d'obligation de résultat pour la suivante, pour la suivante, pour la suivante, et voilà, ça commençait à devenir contre-productif à tel point que sur la dernière compétition de la saison, les championnats de France, bah, le matin de la compétition, je me suis levé et j'ai dit, passez-moi l'expression, mais nique sa mère, je la fais pas. En fait, ah, c'est trop. J'ai vraiment un trop plein quoi, c'est que ça m'écœure et j'adore la compétition, je sais que je vais pas arrêter et que je vais me fixer de nouveaux objectifs et que je vais y retourner, mais là c'est trop et il est temps d'arrêter ma saison. Déjà, ça faisait plusieurs semaines que j'envisageais dans ma tête me dire ah, vas-y, je la fais pas, et je pense que j'ai bien fait de pas la faire parce que c'était contre-productif. Mais pour en revenir à ma thèse, qui est que paradoxalement, on peut ne pas être assez stressé. En fait, ce qui se passait dans ma tête, c'est que j'arrivais sur le tatami de la compétition et j'avais plus le stress qu'on a au début ou quand on n'a pas fait de compétition depuis longtemps, où en fait, au-delà du stress, il y a une excitation. Il y a une excitation que j'ai particulièrement ressentie à la Pro League l'an dernier parce que c'était un format un peu nouveau, il y avait une mise en scène avec la musique, le public, et voilà, ça a apporté une fraîcheur et une nouveauté qui a permis d'ajouter au stress qu'on ressent fatalement une sorte d'excitation qui invite à performer. Et je pense que c'est ce qui se passe quand on débute la compétition ou quand on fait une coupure pendant un certain temps, qu'on revient à la compétition. Voilà, on retrouve cette fraîcheur et il y a cette excitation qui est vraiment une très très bonne chose par rapport pour la performance en compétition. Et le fait de rentrer dans une routine trop machinale, ce qui m'est arrivé la saison dernière, eh bien, on perd cette excitation. On ressent toujours un léger stress, mais un stress qui devient vraiment une sorte de fatigue intellectuelle, pour ma part. Et en fait, on est sur le tapis en se disant, il faut que je gagne, de façon machinale, voilà, je fais pour gagner et tout. Mais il y a un petit peu un côté dans sa tête qui dit, vas-y, en fait, il y a aussi, j'ai ce truc de, j'ai pas envie d'être là. Il faut que je me sorte de là. Et finalement, on commence à envisager la défaite comme une porte de sortie. Et quand on commence à être dans cet état d'esprit, je pense que c'est un signe que on fait trop de compétition. C'est la leçon que je retiens de ma saison dernière et je pense, et voilà, je vais faire en sorte de ne pas la réitérer cette saison, de pas hésiter à plus espacer mes compétitions, à en faire moins,
et essayer d'être un peu plus à l'écoute, voilà, de mon ressenti et d'essayer de retrouver régulièrement cette excitation à l'approche d'une compétition, ce nouveau challenge. Alors peut-être que ça peut passer aussi par une plus grande diversité dans le type de challenge qu'on se pose, des formats de compétition différents, le fait d'alterner gi, no gi. Euh, voilà, ça peut être des choses qui peuvent permettre de retrouver cette fraîcheur, cette excitation dont je parle, qui sont pour moi indispensables à la performance. Et c'est voilà, c'est l'idée que je voulais vous partager parce que voilà, ça a été le fruit de ma réflexion et c'est quelque chose qui me paraît évident maintenant avec le recul, le fait d'être blessé, le fait de pouvoir réfléchir à tout ça à tête reposée. Et je voulais vous partager cette expérience en espérant qu'elle puisse vous servir à vous aussi. Voilà pour ce deuxième topic. On va attaquer le troisième sujet de ce podcast, qui est le sujet épineux de l'IBJJF, que je vais pas le cacher, on va aborder voilà, sous un angle assez critique, même s'il y a aussi des bonnes choses à dire hein, d'IBJJF. Hein, c'est pas le diable non plus. Mais pour tout vous dire, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise, qui m'a fait sauter au plafond là, ces derniers temps. C'est une publication sur le compte Instagram de l'IBJJF qui m'a vraiment hérissé le poil. Ça peut paraître un détail, mais en fait, alors ils disent que c'est suite à de nombreuses demandes qu'ils ont reçues. Ils ont mis en vente, vous savez, l'espèce de règle de l'objet, je crois qu'on dit le talon, là, qui leur sert à mesurer les kimonos euh, des compétiteurs avant la compétition. Donc, je pense que les gens qui sont coutumiers des compétitions IBJJF connaissent bien ce rituel de la mesure du kimono et ont sans doute, comme moi, été souvent confrontés à toutes les emmerdes que ça engendre. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir à remonter en stress dans les gradins, demander à ce qu'on me prête un kimono ou une ceinture, ou avoir à remonter pire au stand en urgence pour acheter un lycra qui était pas exactement aux normes, qui avait un centimètre de trop, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pénible. Alors, bien sûr, je comprends que en tant que fédération, si on veut structurer un sport, on est obligé d'imposer des standards, voilà, qu'il y ait des règles pour que on uniformise un petit peu la compétition, que ce soit pas le bordel. Moi, je suis favorable à ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que là, on tombe vraiment vraiment dans l'excès. D'autant plus que moi, par exemple, je suis passé la saison dernière au Panaméricain en ceinture noire adulte, donc vraiment catégorie reine, la catégorie avec laquelle j'imagine qu'ils sont vraiment attentifs à la tenue des compétiteurs. Je suis passé avec un kimono qui n'est pas passé au championnat d'Europe Master à Barcelone pour une question de largeur de couture au niveau des manches, mais qui est vraiment ridicule, quoi. C'est ce que j'ai dit au gars. Je dis, mais attends, je suis passé au Paname avec ça, et là, tu me fais chier pour une couture en trop au niveau de la manche. Enfin, je trouve que c'est vraiment abusif. Le kimono était neutre, il était propre, il était aux bonnes dimensions. C'était vraiment relou. Bon, heureusement, j'avais prévu le coup. J'avais ramené avec moi deux, trois vestes de kimono parce que je les connais. Et donc, bon, j'ai pu, voilà, anticiper et quand même faire ma compète. Mais voilà, il y a toujours ce stress-là qui vient se surajouter au stress qu'on ressent déjà dans l'air d'échauffement avant d'aller combattre qui est pas agréable et c'est vraiment, vraiment pénible pour les compétiteurs. D'autant plus que là, en faisant des recherches par rapport à cet objet-là que vient de mettre en vente que viennent de mettre en vente l'IBJJF pour mesurer les kimonos, je suis allé faire un petit peu des recherches sur le site pour en fait voir un petit peu ce qui était dit dans le règlement officiel qui est publié sur le site par rapport à ces questions de mesure du kimono. Et figurez-vous que sur le site, certaines mesures ne sont pas indiquées. Notamment cette mesure là au niveau des manches, il y a une mesure, je sais plus quelle est, la- laquelle est-elle exactement. Voilà, sans doute quelque chose comme 2-3 centimètres. Voilà, il faut que le renfort au niveau des coutures des manches soit à une certaine mesure et c'est pas indiqué dans le règlement. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Alors, j'ai trouvé une vidéo qui explique comment utiliser ce fameux talon là qui permet aux arbitres de mesurer les dimensions du kimono, dans lequel ils font mention de cette mesure. Mais sur le site, dans l'onglet règlement et mesure du kimono,
Moi, j'ai pas vu indiqué, d'accord? Alors, peut-être que il y a une petite astérisque quelque part et que je suis passé à côté, mais j'ai bien regardé, c'est pas indiqué et je trouve ça scandaleux. On parle de compétitions qui, il faut le dire, sont très chères. Voilà, hein, et c'est un sport de riche, le JJB. Hein, il faut, pour participer à une compétition IBJF, lâcher un billet de plus de 100 euros. Pour ensuite se faire un petit peu traiter comme du bétail quand on arrive dans le bullpen et qu'on se fait mesurer dans tous les sens et tout, etc., avant d'aller au charbon, ça commence à bien faire. Alors je comprends que, il y ait besoin d'argent pour structurer une fédération. Fédération qui, soit dit en passant, n'est pas vraiment une fédération, hein, l'IBJJF, hein, c'est une entreprise, hein, c'est une entreprise à but lucratif. On n'est pas dans le cadre d'une fédération, à proprement parler. Donc là, voilà, on est dans le cadre d'une entreprise à but lucratif et c'est toujours plus qui est demandé aux combattants de se conformer à des règles, hein, toujours de plus en plus strictes. En plus, il y a vraiment comment dire, des inégalités de traitement à ce niveau-là. Je pense que on connaît tous dans les clubs des gars qui sont passés avec un kimono là où le poteau est pas passé alors qu'il avait exactement le même. Voilà, des choses qui sont pas maîtrisées à ce sujet-là et j'ai trouvé ça vraiment gonflé de la part de l'IBJJF de mettre en vente à 36 $, tenez-vous bien, 36 $ un morceau de plastique, sans compter les frais de port, hein, donc je pense qu'il faut compter à 50 € en France, hein, pour se le procurer facilement, pour avoir le droit de mesurer, comment dire, comment dire voilà de mesurer à la maison comment dire d'avoir à la maison le l'engin de torture avec lequel on va vous maltraiter à la compétition. Donc voilà, je trouve ça vraiment très malvenu de leur part. Pour moi, on est dans une dérive un petit peu d'une forme de libéralisme extrême, euh, qui est inhérent au système de l'IBJJF. Alors, ça sera peut-être pallié par la concurrence un jour. Alors, soit on verra l'émergence d'une véritable fédération. C'est pas ce qui m'a l'air de se présenter à l'horizon pour l'instant, mais sait-on jamais. Soit finalement, ils seront rattrapés par la concurrence qui, on l'a vu par exemple avec le CGI dans le cadre du Nogi qui enfin qui a fait même une grosse concurrence à la DCC qui devenait vraiment trop despotique dans sa façon de traiter les combattants. Et donc on a vu l'émergence d'un mouvement un peu populaire et c'est ça qui a été si sympa avec cet événement du CGI quand il est venu faire de l'ombre à la DCC, et peut-être qu'on verra ça aussi pour les BJF, parce que moi je trouve qu'on commence vraiment à s'enfoncer dans des dérives comme ça, un peu autoritaires par rapport à cette fédération, et que voilà, il y a un jour quelqu'un qui va vraiment proposer quelque chose d'une qualité égale, parce qu'il faut bien le dire, si tout le monde, enfin si autant de gens continuent à payer des fortunes pour combattre à l'IBJF, moi compris, hein, je suis un petit soldat IBJJF, hein, je le reconnais facilement. C'est parce qu'il faut bien le dire, les compètes sont malgré tout bien organisées. On a des arbitres généralement de bonne qualité, même s'il y a toujours des erreurs d'arbitrage et tout, mais ça c'est inévitable. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est des compétitions quand même de prestige, de qualité. C'est la référence, on va dire, de titre dans le monde du JJB en kimono. Voilà, les Worlds, gagner les championnats du monde en JJB, pour les connaisseurs, c'est gagner les championnats du monde IBJJF. Voilà, les championnats du monde qui sont alors la World Pro a une certaine valeur aussi. Les championnats du monde de la Fédération des Émirats Arabes Unis, la JP, ça c'est un vrai titre. Mais voilà, après les autres fédérations, bon voilà, champion du monde sous la fédération de lutte par exemple, c'est pas être champion du monde de JJB pour les puristes quoi. Les vrais titres en JJB, c'est les titres IBJJF, donc c'est pour ça qu'ils continuent à avoir la main mise sur le marché, si j'ose dire. Donc voilà, s'ils en sont là, c'est quand même parce qu'ils proposent voilà, des compétitions de qualité, hein, on peut pas leur enlever ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de pousser ce coup de gueule. Euh, voilà, parce que je trouve vraiment que ça devient de pire en pire par rapport voilà, à ce qui est demandé aux combattants en termes d'investissement financier, voilà, de règles toujours plus strictes auxquelles il faut se conformer et ça devient fatigant. Donc
Voilà, je tenais à vous faire part de mon avis par rapport à ça, en vous invitant à me dire vous-même ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. C'est toujours intéressant de débattre de ces questions-là, on sait jamais. Je doute qu'à mon petit niveau en France, je puisse faire bouger les choses, mais peut-être que si on s'y met à plusieurs et qu'on commence à être voilà, de plus en plus à rouspéter à propos de ces dérives-là, peut-être qu'on obtiendra gain de cause un de ces jours, hein, sait-on jamais. Donc voilà, j'initie humblement le mouvement. Les gars, on arrive à la fin de ce podcast. Alors je sais pas, je crois qu'on est à peu près à 40 minutes. C'est parfait. C'est la durée que je m'étais fixée. Donc parfait. Je me suis tenu à mes conditions. Impeccable. Comme je vous ai dit, on va essayer de se tenir un rythme. Alors peut-être que là, comme je suis blessé en ce moment, j'ai pas mal de temps. Je vais peut-être enchaîner un petit peu ces podcasts au début, mais voilà, à terme, je pense que j'aurai pas forcément le temps d'en faire aussi souvent. Donc je vais essayer au moins de me tenir un rythme mensuel pour voilà, vous proposer ce format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram, sur DaniPlatBJJ, me faire des suggestions sur des sujets que vous aimeriez que j'évoque, voilà, me faire part de vos opinions par rapport au sujet que j'ai évoqué. Et puis comme ça, hein, on continue de partager et d'avancer ensemble. Merci à tous les gars. Os.